Bonjour, soyez les bienvenus dans la Semaine de l'Écho, émission consacrée cette semaine au Sénégal, la Côte d'Ivoire et à l'Afrique de l'Ouest. Comment rééquilibrer le partenariat entre la France et le Sénégal au moment où Dakar cherche à développer son industrie et s'ouvre à de nouveaux pays? Quelle place pour les entreprises tricolores? Comment le partenaire historique doit-il s'adapter à cette nouvelle donne? Ce vendredi, un forum d'affaires sur le Sénégal s'est tenu au Sénat. Quelles leçons en tirer? On en parle dans un instant. Où en est l'économie ivoirienne? En avril dernier, le rapport de l'agence Bloomfield Intelligence saluait les performances du pays tout en mettant en garde contre les risques politiques, particulièrement en période électorale. À un mois de l'élection présidentielle, comment les investisseurs appréhendent-ils ce risque? Réponse avec l'auteur du rapport. Enfin, quel remède face à une jeunesse particulièrement touchée par le chômage? Comment mieux former les jeunes, créer des emplois de qualité et participer à la création de filières industrielles? Analyse et témoignages dans un instant. Et pour parler de tous ces sujets, un plateau 100% africain, ou presque, avec vous, Seynabou Dia Sall, bonjour. Vous êtes femme d'affaires sénégalaise, fondatrice et PDG de Global Mind Consulting, un cabinet de conseil en stratégie et en communication basé au Gabon et au Sénégal. Tout est juste. À vos côtés, Moustapha Sindiaye, bonjour. Vous êtes entrepreneur sénégalais, fondateur de la marque de maroquinerie Maraz et de M Academy, un projet de formation au métier du cuir et de la mode au Sénégal, mais aussi en Mauritanie. Vous nous expliquerez ça dans une seconde. Arthur Mincin, bonjour. Vous êtes le chef du bureau Afrique de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Et à vos côtés, Stanislas Zézé, bonjour, PDG de Bloomfield Investment, une agence de notation financière basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et vous êtes spécialiste de l'évaluation des risques d'investissement dans les pays africains. Votre regard sera particulièrement utile sur l'analyse de tous ces pays dont nous allons parler dans un instant. Mais tout d'abord, le Sénégal, avec à Paris cette volonté affichée de la France et du Sénégal de renouveler leurs relations. Ce vendredi s'est tenu un forum d'affaires au Sénat à Paris, alors que les investissements français sont en baisse et que le Sénégal se tourne vers d'autres pays et réaffirme son désir de souveraineté. Seynabou Dia Sall, vous revenez précisément à l'instant de ce forum. Que faut-il en retenir? Merci beaucoup. Deux choses essentiellement qui me marquent et qui me semblent être importantes de noter. La première chose, c'est qu'il y a une envie. Il existe une envie entre le Sénégal et la France de continuer à renforcer la coopération. Et ça, c'est plutôt quelque chose de très positif parce qu'on sait qu'il y a des liens qui sont historiques et évidents. Et la deuxième chose qui, à mon avis, est la plus importante, c'est on veut travailler ensemble, mais on veut travailler ensemble différemment. Donc, on se parle clairement de win-win partnership. Donc, gagnant-gagnant en français? Absolument, de cette relation gagnant-gagnant qui est finalement, et c'était mon message de ce matin lors de mon intervention, mais qui est indispensable. Les entreprises qui veulent investir au Sénégal ou qui veulent investir dans d'autres pays du continent africain doivent l'intégrer. C'est une nouvelle approche. Il y a une exigence aussi de la part de ces pays qui ont leur propre vision, leur propre stratégie, qui ont aussi défini leurs propres priorités. Et je pense que quand on est un investisseur, ça fait partie des éléments un peu importants qu'il faut prendre en considération avant d'envisager de se déployer. Il est temps de changer la façon de faire des affaires en Afrique pour les entreprises françaises. Ça veut dire quoi? De produire sur place, c'est ça? Ça veut dire qu'il faut oublier les modèles traditionnels qui ont existé et qui ont tendance à avoir un peu la vie dure. Je pense notamment à ces modèles extractifs qui sont souvent court-termistes et sans véritable ancrage local. Ça ne marche plus. Et je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on a presque tout dit. Le point, c'est simplement qu'il faut challenger cette coopération qui existe là, challenger le partenariat qui existe déjà avec, j'allais dire, les acteurs historiques. Et ça a été aussi rappelé, je pense, à suffisance. Peut-être essayer d'envisager de nouer plus de partenariats, parler de partenariat, parler d'égal à égal, avec un rapport équilibré, parce que de toute façon, les relations qui ne le sont pas faites pour perdurer. Donc à partir du moment où les entreprises françaises trouvent leur compte et que le Sénégal aussi s'y retrouve, parce qu'on a besoin d'apports technologiques, la France a quand même un savoir historique dans beaucoup de domaines. On parlera du luxe tout à l'heure avec Maraz, mais c'est le cas également dans d'autres secteurs qui sont très stratégiques pour le développement du Sénégal. Je pense aux énergies, je pense à l'agriculture, je pense à ce New Deal technologique que le Sénégal veut aujourd'hui lancé. Donc c'est autant d'opportunités pour les acteurs et les entreprises sénégalaises qui sont déjà présentes. Et l'invitation qui a été la mienne, c'était de dire aux entreprises, plutôt que de venir
investir au Sénégal, créer votre entreprise ici et puis rapatrier l'argent dans votre pays d'origine, peut-être qu'il est plus pertinent aujourd'hui d'identifier quels sont les acteurs locaux qui sont déjà présents, qui font des choses excellentes et nouer des partenariats, voire des joint ventures pour pouvoir aller plus vite et puis surtout pour être plus efficace. Mais précisément, c'est le cas de votre voisin qui est un acteur local. Vous êtes entrepreneur au Sénégal dans un secteur où le Sénégal et d'ailleurs d'autres pays africains ont un véritable savoir-faire. Qu'êtes-vous venu chercher à Paris ? Alors, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes venus chercher d'une part des capitaux et d'autre part de l'expertise. Comme vous l'avez dit, nous avons au niveau du Sénégal la matière première, nous avons l'histoire, nous avons le savoir-faire ancestral. Ce qui nous manque, c'est l'expertise. Ce qui nous manque, c'est la structuration de notre chaîne de valeur qui doit aller de la peau au produit fini. Et de par là, il faudra passer par tout ce qui tourne autour des différents métiers de la production, des métiers industriels de transformation des matières premières telles que le caoutchouc, telles que la peau pour avoir un cuir, etc. Et c'était ça l'objet de notre discussion ce matin avec le Sénat français et les investisseurs pour les appeler à venir au Sénégal, se joindre à nous pour un partenariat gagnant-gagnant qui pourra créer de la valeur, créer de la richesse, mais également créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Ce qui est peut-être important de préciser que vous fabriquez donc de la maroquinerie, mais vous dépendez beaucoup de l'étranger pour les matières premières, pour tout ce qui constitue en fait un sac ou... Effectivement, nous produisons des chaussures, des sacs au Sénégal, mais malheureusement, plus de 95% des fournitures et des matières premières proviennent de l'étranger, alors que la matière première de base provient du Sénégal. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous voulons changer la donne. Nous voulons produire et transformer nos matières premières au Sénégal, parce que comme on a l'habitude de le dire, quand on exporte sa matière première, on exporte de la valeur et on exporte également des emplois. Et aujourd'hui, c'est le challenge au niveau du Sénégal. Et notre objectif à ce niveau, c'est après cette transformation, que nous puissions faire venir les étrangers. Comme on le fait, nous, on quitte le Sénégal pour venir acheter des produits de luxe ici. Nous voulons changer la donne. Il faut que maintenant que les Français, les Américains, les Japonais, etc. viennent au Sénégal, viennent en Afrique pour acheter ce que nous y produisons. Et c'est que comme ça que nous allons pouvoir nous développer. Donc pour vous, diversifier les partenariats, c'est la bonne approche. Vous parlez du Japon, de la France. Qu'est-ce que les entreprises françaises, concrètement, peuvent vous apporter ? Alors, comme je l'ai dit tantôt, les entreprises françaises peuvent nous apporter l'expertise, parce qu'aujourd'hui, on a de grandes maisons de maroquinerie qui sont là, qui ont des siècles de connaissances et de compétences. Nous avons besoin de ce transfert, mais nous avons également besoin des capitaux qui peuvent nous permettre aujourd'hui d'aller à l'échelle et de multiplier tout ce qui se fait en termes de production, mais surtout la formation. Le savoir-faire est là. Nous avons besoin d'en venir à ce niveau pour former des jeunes qualifiés et également des femmes qui sont capables de tirer toute une filière. On va y venir dans un instant sur l'aspect de formation, mais peut-être d'abord faire un point sur le Sénégal. On le voit, la croissance est forte. On va voir les chiffres qui vont s'afficher, mais le pays est lourdement endetté. Les autorités au pouvoir depuis l'an passé accusent le précédent gouvernement de Macky Sall d'avoir dissimulé l'ampleur de la dette, une dette cachée représentant 23% de la richesse nationale. Celle-ci atteint aujourd'hui 119% du PIB, de la richesse nationale. Le FMI a suspendu ses versements. Les conditions de financement sur les marchés se sont durcis, les taux d'intérêt ont augmenté, donc il est plus cher d'emprunter pour le pays. Stanislas Zézé, cette désaffection du FMI, des grands investisseurs étrangers, est-ce que c'est grave ? Le Sénégal peut-il s'en passer ? Alors, je crois qu'il est extrêmement important de comprendre qu'il s'agit d'un pays avec un grand potentiel. Donc, c'est un pays qui ne va certainement pas disparaître. C'est une période de crise qui va certainement se résorber avec la politique de relance de l'économie. Ce qui a créé cette crise, ce sont les annonces qui ont été faites par le nouveau gouvernement sur l'état de la gestion des finances publiques, qui a forcément créé ce malaise vis-à-vis du reste du monde. Donc, la majorité des investisseurs restent attentifs désormais jusqu'à ce que tout soit bien clarifié. La Cour de compte a sorti ses rapports, a confirmé certaines des informations qui ont été faites, mais à mon avis, ces informations ont été données trop vite, avant même qu'il y ait eu l'évaluation. Ça a mis l'huile sur le feu. Voilà, ça a mis l'huile sur le feu, ça
pousser tout le monde à être sceptique. Mais ceci dit, je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal ne peut que remonter. Le Sénégal est très dépendant en termes de revenus de l'extérieur, ce qui fait que quand le Sénégal se ferme la porte de l'extérieur, ça peut être compliqué. Ceci dit, aujourd'hui, il s'agit maintenant de repenser, si vous voulez, l'approche de générer des flux financiers. Il faut rappeler que c'est une économie qui est à peu près à 90% informelle, donc elle a une marge de manœuvre de formaliser son économie pour produire plus de revenus. Emprunter, ne devrait pas être la source principale de revenus d'un pays, c'est la source complémentaire. Donc aujourd'hui, cette situation de crise peut être une opportunité justement pour le Sénégal de repenser son économie, son modèle économique et peut-être essayer de générer plus de cash sur place et être de moins en moins dépendant de l'extérieur. Et est-ce que là aussi, de nouveaux partenaires financiers pourraient venir se substituer à l'institution de Washington pour financer le pays? Je pense que, faudrait pas. Les institutions de Bretton Woods ne sont pas. Donc, Banque mondiale et Fonds monétaire international. Si vous regardez prenez par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, lève plus de fonds sur le marché régional qu'avec le FMI ou la Banque mondiale. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est une question d'organisation, de structuration et d'approche de modèle économique. S'il y a une porte qui se ferme, il y en a plusieurs qui s'ouvrent. C'est juste qu'il faut savoir maintenant s'organiser et diversifier ses sources de revenus, de sorte à être de moins en moins dépendant d'une seule source de revenus. Alors, début août, le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé un plan de redressement économique et social avec un mot d'ordre, compter avant tout sur les ressources propres du pays. Écoutez. Les chantiers de financement du plan tournent autour de 3. Le premier chantier, c'est la réduction maîtrisée de la dépense publique, du train de vie de l'État. Le second chantier, c'est la mobilisation des ressources domestiques. Et le troisième chantier, c'est le financement endogène complémentaire hors endettement. Nous avons à la tête de ce pays des inspecteurs des impôts. Nous pensons qu'il faut s'adapter par rapport à la gouvernance. Gouverner, c'est autre chose, ce n'est pas seulement prélever. Je pense qu'avant de prélever, il faut d'abord irriguer. Ce qui n'est pas le cas. Nous sommes dans une situation économique extrêmement difficile. Alors, réduire la taille de l'État, taxer différents secteurs comme le numérique, les jeux en ligne, mobiliser le tabac, ou encore renégocier des contrats dans le pétrole, le gaz et les mines. Stanislas Zézé, est-ce que c'est la bonne approche ou là encore ça peut faire fuir les investisseurs? Bon, pas forcément. C'est-à-dire qu'il faut... il ne s'agit pas de taxer plus, il s'agit de taxer mieux. C'est-à-dire élargir l'assiette fiscale en formalisant l'économie pour avoir plus de poches de taxation. Parce qu'évidemment, si on continue à taxer les mêmes personnes, forcément, à un moment donné, c'est pourquoi je dis, l'avantage du Sénégal, c'est que le Sénégal a une grosse marge de manœuvre. C'est un pays qui est informel. Donc, la formalisation de l'économie permet d'avoir des poches de revenus qui sont exceptionnelles. Et c'est sur ça que le Sénégal devrait mettre l'accent. Tout évidemment, ça veut dire que c'est un processus qui prend du temps. Pendant ce temps, chercher plutôt l'argent en monnaie locale sur le marché régional qui aujourd'hui soutient beaucoup les pays de l'UEMOA. Senabout Diassal, vous partagez la crainte de ce membre de l'opposition que l'on vient d'entendre, plus de taxes, j'imagine, que pour une entreprise. C'est pas une bonne nouvelle pour nous parce qu'effectivement, on a déjà vécu quelques années qui étaient assez relativement difficiles. Nous, on le voit à travers les structures qu'on accompagne aussi. Parce que la situation économique, on a l'inflation, l'endettement, une dette intérieure aussi qui est quand même assez élevée. Donc tout ça, c'est un cocktail qui peut être assez explosif. Maintenant, j'essaye d'être assez objective dans ce que je vois. Maintenant, j'attends ce que ça va donner entre les annonces et, j'allais dire, l'exécution, le delivery. Il peut y avoir un gap. Donc je suis très attentive à la manière dont ils vont dérouler. Écart, Oui, il peut y avoir un écart important. Donc je suis très attentive. Par contre, les annonces qui ont été faites sont, de mon point de vue, assez encourageante dans la mesure où on se parle d'un nouveau code des investissements. Ça veut dire qu'ils ont entendu le retour que le secteur privé a adressé en disant attention, nous taxer plus, c'est peut-être pas la meilleure solution. On a besoin d'attractivité pour rester au Sénégal et pour ne pas aller dans d'autres pays parce que le monde reste vaste. On a la ZLECAf, donc aujourd'hui, une entreprise qui évolue au Sénégal, s'il n'y a pas toutes les mesures incitatives, elle peut être tentée de dire je vais déménager
déménager, je vais aller dans un autre pays et je vais nouer des relations d'affaires là-bas puisque le cadre s'y prête mieux. Donc l'environnement des affaires est en train d'être revu puisqu'ils ont adopté, il me semble, tout dernièrement, un nouveau code des investissements. Donc ça, c'est pour moi, a priori, une bonne nouvelle. Encore une fois, je nuance ça avec l'exécution. Le deuxième élément qui, à mon sens, doit être aussi largement observé, c'est quel est le poids des acteurs locaux. On se tourne, on s'oriente vers l'international pour faire venir des IDE, pour attirer d'autres investisseurs. Absolument, des investisseurs. On a vu la tournée du Premier ministre, on a vu la tournée du Président. Donc, on voit bien qu'ils sont dans une forme de roadshow pour aller présenter les opportunités d'investissement. Pour attirer des investisseurs. Une promotion des investissements et puis présenter les opportunités et les projets clés sur lesquels aujourd'hui ils ont besoin d'avoir des partenaires. Ça peut être une excellente chose si et seulement si, dans les négociations, on essaye aussi d'imposer une transmission technologique, une transmission de savoir-faire, et si on impose aussi que les unités de production soient créées localement. Alors vous allez me dire, tout ça, ça va aussi avec la capacité à pouvoir avoir de l'énergie à suffisance, ça va avec des cadres qui soient suffisamment bien formés, des ressources qui soient suffisamment bien formées. On a un dividende démographique qui est très important dans la plupart de nos pays. Le Sénégal ne fait pas exception. Plus de la moitié, ou de la grande moitié même, de la population au Sénégal a moins de 19 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel extraordinaire. Le Sénégal est positionné comme un hub sous-régional. Il faut juste mieux investir au Sénégal. Senabou, je voulais avoir votre réaction aussi sur cette question de plus d'impôts. Est-ce que ça vous inquiète en tant qu'entrepreneur? Oui, évidemment, ça nous inquiète et ça ramène la question de la productivité, de la compétitivité. Aujourd'hui, quand on est dans un pays où une bonne partie des matières premières qu'on utilise, en tout cas dans le secteur primaire et le secondaire, sont importées, si en plus de ça, on met beaucoup de taxes, surtout sur la valeur ajoutée, alors qu'aucune valeur n'est créée, c'est compliqué. Et cela ne nous mène pas vers la compétitivité. C'est pourquoi il est important de restructurer les choses et de voir comment plus préserver les acquis que nous avons. Les entrepreneurs sénégalais sont très résilients, ils sont très créatifs et ils n'attendent pas grand-chose de l'État, à part un cadre réglementaire et incitatif qui leur permette d'émerger un peu plus et d'être renforcés. Je pense que si on gère d'abord ces acquis-là et ensuite on regarde comment augmenter l'assiette fiscale, je pense que ce sera tant mieux pour l'économie et pour les entrepreneurs. Vous voulez réagir ? Aujourd'hui, le Sénégal a 20% des recettes fiscales sur son PIB, ce qui pour une moyenne africaine est relativement satisfaisant. Donc, et c'est important aussi comme signal par rapport à la dette, puisque dans la mesure où l'État parvient à mobiliser des ressources domestiques et donc à financer ses dépenses, ça peut être aussi un signal pour pouvoir aussi attirer des financements étrangers, aussi sur les flux d'investissement directs étrangers. Pour pouvoir continuer d'avancer, ce qui est important, c'est de penser, je pense, l'Afrique comme étant un géant avec des pieds ancrés sur le continent africain, donc commerce intra-régional, transformation locale, mais qui se projette aussi sur le monde, avec donc ce besoin de partenaires internationaux, de financement mixte, de financement qui viennent du secteur privé, et tout ça dans une perspective de copartenariat, co-développement et cofinancement. Il s'agit de travailler égal à égal avec des copartenaires, avec une co-création qui est locale et qui se fait donc à partir des économies réelles et entrepreneuriales africaines. Il ne faut peut-être pas oublier aussi que dans le programme qui a été annoncé, ils ont souhaité faire la part belle à la diaspora. Je crois qu'ils ont annoncé le Diaspora Bound, où justement ils invitent les ressortissants sénégalais qui sont notamment... Bon, l'annonce a été faite en Italie, mais je pense que c'est la diaspora au sens large qui est conviée aujourd'hui à réinvestir au Sénégal. Donc ça, je pense que c'est effectivement une piste qui peut être intéressante, mais elle n'est pas suffisante. Et justement, précisément, il y a eu une annonce assez concrète faite la semaine dernière d'un emprunt obligataire de 300 milliards de francs CFA, l'équivalent de 450 millions d'euros. Qu'est-ce que ça... Vous avez suivi? Qu'est-ce que ça donne? À travers les obligations de la diaspora? Oui. Alors, l'avantage de ces obligations, c'est que généralement, je crois que le remboursement se fait en monnaie locale. Et c'est ça qui devient extrêmement intéressant parce que ça réduit l'exposition en devises étrangères et ça permet au pays de s'endetter vis-à-vis de ses propres citoyens.
Et je crois que c'est la méthode qu'a utilisée les Japonais qui fait qu'aujourd'hui, ils ont une économie une dette qui est à 200% du PIB. Mais qui leur appartient. Mais qui leur appartient, exactement. Sénabou Diassel, vous disiez que ce n'était pas suffisant. On sait que la diaspora dispose d'un pouvoir d'achat supérieur aux Sénégalais du Sénégal, mais pour autant, ils sont déjà fortement sollicités. Ils aident déjà beaucoup leurs proches, leurs familles. Est-ce qu'ils peuvent aider davantage ? Ce que disait Stan est assez juste parce que finalement, s'ils s'y retrouvent d'un point de vue financier, pourquoi pas. Mais pour moi, le point sur lequel je mettrais aussi beaucoup de nuances, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, quand on voit, je regardais une dernière étude qui est sortie récemment, où on disait que 70% par exemple des ressortissants sénégalais qui vivent en France, en tout cas étrangers qui vivent en France, veulent rentrer dans leur pays d'origine. Ça veut dire que je pense qu'il faut les inviter à avoir plus d'informations, plus de visibilité sur les priorités stratégiques du pays, sur les grands projets sur lesquels eux-mêmes peuvent s'investir, créer des entreprises, créer de la valeur, créer de la croissance. Et je pense que ça peut être une bonne manière aussi de dynamiser notre économie. Est-ce que si c'est un moyen, est-ce qu'il existe d'autres moyens de faire en sorte que cette diaspora elle aide davantage les entreprises, l'économie, plutôt que l'achat de produits importés ? Je pense qu'il est extrêmement important que les gens de la diaspora commencent à investir dans les entreprises directement. En action dans les PME. C'est extrêmement important. On met beaucoup l'accent sur l'investissement étranger en négligeant la capacité des entreprises locales à dominer leur économie. Vous ne pouvez pas être une économie indépendante si votre économie est dominée par des entreprises étrangères. À un moment donné, ce qui permet d'avoir une meilleure résilience, c'est d'avoir des entreprises locales qui soient suffisamment solides. Et quand vous êtes dans des situations de crise comme celle-là où les capitaux étrangers ne viennent plus, que ces entreprises locales aient la capacité d'acheter justement des obligations de l'État. C'est ce que le Nigeria a fait. Et ils ont créé ce qu'on appelle les champions nationaux, aujourd'hui, ce n'est pas un effet de mode, c'est une nécessité absolue, c'est une question de survie des économies. Quand vous regardez la configuration des économies africaines, vous avez un minimum, le tissu économique est généralement constitué de 95% de PME, mais qui ne contribue qu'à 20% de la richesse créée. Et donc, je crois que là, c'est vraiment aussi une niche pour ces pays-là, pour développer leur résilience en termes d'absorption de chocs extérieurs. Vous voulez dire quelque chose sur la diaspora ? Oui, alors c'était pour rebondir sur ce que disait Stanislas. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de niches dans notre économie vers où il faut aller. On importe énormément. Si on prend le cas du Sénégal, dans la filière cuir, il y a plus de 42 milliards de francs CFA de gap sur la balance commerciale. Quand on va en Italie, il y a beaucoup de Sénégalais qui travaillent dans les plus grosses boîtes italiennes. Au-delà des capitaux qu'ils peuvent apporter, il y a la matière grise. Ce transfert de compétences ne peut pas se faire seulement avec les étrangers. Les locaux qui sont là-bas peuvent venir à profit et je pense que cela nous permettra d'atténuer ce gap sur la balance commerciale et de stabiliser un peu plus l'économie nationale. Alors, Stanislas Zézé, vous attribuez des notes financières aux États, aux institutions, aux entreprises, qui sont autant d'informations destinées aux investisseurs. Vous êtes un spécialiste de l'analyse des risques. Comment analysez-vous, alors peut-être les risques, on en a déjà parlé du Sénégal, et peut-être plus globalement de la région, on pense notamment au Sahel. Alors, je pense que la perception du risque de la région est certainement exagérée. Depuis Paris. Pardon ? Depuis Paris. Oui, depuis Paris ou depuis d'autres capitales occidentales. C'est-à-dire que les pays du Sahel sont en train de se réorganiser. Il y a une rupture, mais cette rupture ne veut pas dire que ces pays sont en train de sombrer dans l'obscurité ou sont en train de s'effondrer. Non, au contraire, ils se réorganisent. Et vous avez vu que ces pays sont restés dans la zone CFA, ils sont sortis de la CEDEAO, pour des raisons que nous savons, des raisons politiques, mais sont restés dans la zone économique et monétaire. Et aujourd'hui, ils sont en train de se reconstruire. Aujourd'hui, arrivent à emprunter sur le marché régional, donc sont en train de changer leur approche économique, et qui est une approche économique avec des solutions endogènes qui est certainement appréciable. Par exemple ? Nous notons le Burkina qui, aujourd'hui, commence à repenser son économie de sorte à mettre l'accent sur les capacités des entreprises locales à produire, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Peut-être qu'ils ont été mis aujourd'hui dans cette situation où aujourd'hui ils mettent l'accent sur renforcer la capacité des entreprises locales, chercher des niches dans leur économie. Aujourd'hui, par exemple, le pays a décidé que toutes les tenues
officielles ou les tenues de l'administration ou les tenues de l'école se feront en faso d'Afani. Donc ça veut dire faso d'Afani, c'est la tenue traditionnelle. Donc ce qui booste le secteur, la production, le secteur du textile. Et ce qui n'était pas le cas avant. Donc aujourd'hui, c'est une obligation pour tout le monde de porter le faso d'Afani dans tout ce qui est public. Donc cette réorganisation montre qu'il y a les capacités dans ces pays à se réorganiser pour capitaliser sur l'économie domestique. Si vous regardez la croissance n'a pas été vraiment affectée par ces crises-là. Au contraire, tous ces pays génèrent encore des croissances qui sont fortes. Et donc le risque est certainement moindre que celui qu'on anticipe. Mais il existe quand même. Les risques existent partout. Les risques existent partout. Aujourd'hui, le plus gros risque, c'est le risque sociopolitique. Mais il faut dire aussi que ces pays ont une capacité extraordinaire de rebondissement après les crises. On l'a vu depuis 2 décennies, qu'ils ont une capacité d'absorber les chocs, qu'ils ont une capacité de rebondir. Ceci dit, pendant que les crises se produisent, elles ont un impact négatif. Absolument. Arthur Mensah, ces économies résistent mieux qu'on le perçoit depuis Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant qu'économiste de l'OCDE ? Oui, absolument. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut mesurer ? Quelles sont les statistiques qu'on a ? Quelle est leur fiabilité ? Et par rapport à la question du risque, les risques vont être perçus différemment en fonction d'où est-ce qu'on les observe, vers quel pays on va observer et aussi quel secteur d'activité. Donc il y a énormément d'éléments qui vont influencer ces perceptions. Donc, on a pu voir que par exemple pour des investisseurs africains investissant dans d'autres pays africains, il y avait souvent une perception du risque qui était beaucoup moins élevée, 3 fois moins élevée d'après nos calculs que d'investisseurs non africains investissant en Afrique qui, pendant la crise Covid par exemple, ont rapatrié leurs investissements directs étrangers. Donc on a une perception du risque qui est très différente. On a aussi beaucoup d'impact sur notamment la dette et le taux de financement de la dette qui pose d'énormes problèmes pour les États parce que ça va gréver leurs dépenses. On a par exemple un remboursement de la dette qui est 7 fois plus important que le financement d'infrastructures, que le financement de services sociaux, éducation, santé par exemple. Donc on parle de thématiques financières qui vont avoir une incidence sur les économies réelles et sur les vies des personnes. L'annonce au début du mois des départs d'Afrique francophone subsaharienne de PwC et EY, qui sont 2 poids lourds anglo-saxons du conseil et de l'audit. Qu'est-ce que ça vous inspire également ? Est-ce que c'est impossible pour eux d'appréhender des économies qui, on l'a dit, où le secteur informel est prépondérant ? C'est difficile dans la mesure où les statistiques manquent, on l'a vu tout à l'heure, avec 86% en Afrique de l'Ouest de la population en informalité. Est-ce que la statistique elle-même est fiable ? Après, on a aussi le souci d'avoir des investissements. Souvent, ce sont des agences qui vont travailler hors d'Afrique. Donc, d'où cette question de perception du déconnecté de la réalité. Déconnecté de la réalité. Troisièmement, on a aussi la question d'avoir la capacité aussi des gouvernements à faire le suivi. Donc, parfois, même si les données sont présentes, elles ne sont pas forcément communiquer, échanger et ensuite analyser aussi comme il le faut par les agences de notation. Et ensuite, on a aussi cette question donc d'appropriation, et notamment d'appropriation africaine de ces notations. Si je peux rajouter, il ne faudrait pas voir ça comme une fatalité. Hein. C'est juste une question de stratégie. C'est que ce soit les banques qui se retirent ou que ce soit les grosses boîtes... Mais sur un constat d'échec. Non, pas du tout. Je crois que faut juste voir ça comme une question stratégique. PwC qui se retirait d'un pays occidental, ça inquiéterait personne. Donc, au contraire, c'est une opportunité pour les Africains, justement. Pour vous, non ? Pour votre cabinet, peut-être ? Voilà. Non, de reprendre ces boîtes qui partent. Société Générale a été rachetée par d'autres banques africaines. Et je pense que c'est une excellente opportunité, justement, pour ces pays africains de s'approprier leur secteur financier. Si vous ne contrôlez pas votre secteur financier, ce serait difficile de maîtriser le financement de votre économie. Donc, au contraire, il faut voir le verre à moitié plein. Pour moi, c'est une opportunité pour les pays africains. Oui. Je voyais réagir. Il y a peut-être trois points qui me viennent quand j'entends la conversation qu'on est en train d'avoir. Le premier, c'est que ces visions
le second, c'est ambition. Et le troisième, c'est confiance. Je crois que sans ce triptyque-là, on n'arrive pas à faire grand-chose. Et le fait de voir, par exemple, ce qui se fait aujourd'hui sur le numérique en Afrique, c'est absolument extraordinaire. On est même pionnier, on est très en avance avec beaucoup de technologies qui sont nées ici sur le continent africain. Je crois savoir qu'il y a environ 6,5 milliards de dollars qui ont été investis, selon Partech, dans le domaine du numérique en Afrique, notamment dans la Silicon Savannah, Nairobi, Kigali et Lagos. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel. Maintenant, moi, la question que je me pose quand je parle d'ambition, c'est comment est-ce qu'on arrive à structurer. On a identifié des secteurs qui sont prioritaires. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr que les entreprises africaines qui sont présentes localement, qui créent de la richesse localement, soient privilégiées ou en tout cas aient un cadre de confiance, un cadre qui les accompagne et qui les incite à se développer et à garder ce savoir-faire localement pour pouvoir créer d'autres emplois. Et peut-être juste un dernier aspect qui me semble tout aussi important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle du gaz et du pétrole au Sénégal, la question... Qui est devenu producteur récemment. On a nos premiers barils, c'est très bien, mais avant qu'on puisse vraiment bénéficier de tous les fruits de ces revenus-là, c'est pas tout de suite. Parce qu'en réalité, il faut que les sociétés avec lesquelles on a noué des partenariats retrouvent leurs investissements de départ, et ça peut prendre un peu quelques années. Mais le point qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelle est la stratégie que nous avons, nous, en tant que pays, pour pouvoir se positionner et faire en sorte que, progressivement, on puisse former et mettre en place des entreprises sénégalaises qui soient capables de pouvoir couvrir toute la chaîne de valeur et demain, pourquoi pas, devenir aussi des entreprises capables d'explorer, capables de produire, capables de transformer. C'est vraiment la question de l'industrialisation qui est fondamentale. Mustapha l'a dit tout à l'heure, c'est pas normal qu'on soit obligé, même pour acheter les chaussures à nos enfants, de devoir acheter des chaussures qui viennent du Japon ou de la Chine. Ça n'a aucun sens, alors qu'on a un savoir-faire local, alors qu'on a des designers qui ont du talent et qui font de très belles choses. La robe que je porte, c'est une designer sénégalaise qui l'a faite. Touti, je la salue au passage. Mais c'est juste pour dire qu'il faut qu'on fasse confiance. Il faut qu'on fasse confiance en nos entreprises et aux chefs d'entreprise africains parce qu'ils ont du talent, ils ont du génie. Il faut leur donner un peu d'air et les laisser Précisément, c'est ce que vous faites, Mustapha Sindiaye, puisque vous avez lancé un programme de formation destiné aux futurs créateurs, aux futurs chefs d'entreprise dans ce secteur. J'imagine que c'est un élément central précisément pour pouvoir constituer des filières. Exactement. Je pense que tout ce dont on est en train de parler montre que l'Afrique et les Africains sont en transition. Il y a un changement de paradigme qui est en train d'être opéré. Les Africains ne veulent plus être spectateurs de leur développement. Et c'est dans ce cadre que nous avons lancé la M Academy, qui est une initiative de formation dans les métiers du cuir et du management de la mode, parce que nous préparons une transition de l'artisanat vers l'industrie. Et qui parle d'industrialisation, parle de spécialisation, parle de renforcement du savoir-faire, de l'expertise et du capital humain. Et c'est dans ce cadre que nous, dans le cadre de notre responsabilité sociétale des entreprises, que nous avons fait une collaboration avec la GIZ, la coopération allemande, pour former plus de 500 jeunes d'ici 2026 au Sénégal, dans le modélisme, dans la découpe, dans la finition, dans le brand management, dans la stratégie de communication, Vous êtes en train de dire que vous êtes en train de créer vos propres concurrents? On crée nos propres concurrents parce que le marché peut l'absorber. Le marché est assez large pour ça. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est dans cette dynamique que nous sommes. Et nous ne nous limitons pas au Sénégal. Nous sommes également en Mauritanie avec le PNUD, où nous sommes en train de faire le même travail de structuration de la chaîne de valeur du cuir, en formant des artisans, en formant des étudiants. Le marché de l'emploi ne peut plus absorber tous ces étudiants qui sortent des écoles. Il faut qu'on les spécialise vers les secteurs qui peuvent les faire travailler, et c'est le secteur primaire et le secteur secondaire. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le challenge. M Academy et Mara sont en train de travailler durement sur ça, et nous invitons également l'État, nos États, à nous rejoindre dans cette aventure pour pouvoir structurer et valoriser ces filières porteuses. On en vient maintenant à la Côte d'Ivoire, puisqu'on ne se limite pas au Sénégal. Dans cette émission, la première économie de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, connaît aussi une forte croissance, plus de 6%, portée par des secteurs des hydrocarbures, des mines ou encore des services. Stanislas Zézé, vous avez publié, c'est en mai, non pas en avril comme je l'ai dit précédemment, un rapport saluant ses performances économiques tout en mettant en garde contre les risques politiques, particulièrement en période électorale, avec l'exclusion de figures majeures d'opposition pour l'élection présidentielle d'octobre prochain et une faible mobilisation électorale. Comment les investisseurs appréhendent-ils ce risque ?
Alors, je crois que le risque sociopolitique est peut-être un des risques les plus importants quand un investisseur regarde la cartographie des risques d'investissement dans un pays. Et vous avez mis 4,5 points sur 10, non? Sur 10, oui. Précisément pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, mais en réalité, 4,5, c'est risque modéré, ce n'est pas risque élevé. C'est risque modéré pour l'instant. Sous la moyenne. Parce qu'il n'y a pas de crise à proprement parler. Il y a une crise sociopolitique, mais il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de guerre. Ceci dit, nous observons, nous regardons, il y a eu un impact naturellement sur l'intérêt que les investisseurs portent sur ce pays. Ils restent dans une logique attentiste depuis mai. Nous avons un indice qu'on appelle le Bloomfield Private Index qui évalue la performance du secteur privé et on voit bien que cet indice est en train de décroître depuis mai jusqu'à aujourd'hui parce que les gens attendent. Ce qui est dommage pour ce pays, c'est que chaque 5 ans, évidemment, c'est un peu la même chose. Donc, les investisseurs n'ont pas la capacité de se projeter au-delà de 5 ans. Et nous espérons que cette année, ce sera peut-être la transition de 2025 à 2030 pour la Côte d'Ivoire et qu'à partir de 2030, elle va rentrer dans une logique de stabilité plus longue. Mais il y a des problèmes à régler, évidemment, en espérant que les politiciens s'arrangeront pour régler ce problème-là dans cette période-là. Ils ont lu votre rapport ? Oui, ils ont lu mon rapport. Ils ont participé à la restitution du rapport. Nous prenons le soin de leur envoyer le rapport avant pour qu'ils s'en imprègnent, pas pour en discuter avec eux en aparté, mais pour qu'ils s'en imprègnent avant la conférence. Donc, ils savent tout ce qu'il y a dedans. Et tout ce qu'il y a dedans reflète la réalité de la situation économique et politique et sociale du pays. Même si le pays reste en catégorie de risque faible, parce qu'il a des fondamentaux assez solides. La note globale, c'est 6,1. 6,1. Je crois que c'est 6,3. Ils ont été dégradés de 6,5 à 6,3. Donc, ils restent dans la catégorie de risque faible. Ceci dit, nous avions 3 préoccupations. La première, c'est le risque sociopolitique. La deuxième, c'était le service de la dette. Service de la dette qui devient un peu problématique pour la Côte d'Ivoire. À fin décembre, elle absorbait 84% des revenus et à fin juin, 96%. Donc évidemment, même si le stock de la dette est seulement à 58% du PIB, mais le plus important, c'est le service de la dette. Est-ce que vous êtes capable de soutenir cette dette-là ? Et le troisième point, c'est sa résilience est généralement à moyen terme parce que justement, ces entreprises locales ne sont pas solides. C'est une économie qui a une forte croissance et qui génère beaucoup de capitaux, mais avec un dispositif d'entreprises locales qui ne sont pas forcément... Enfin, quand je dis locales, c'est ivoiriennes, capitaux ivoiriens, qui ne sont pas forcément suffisamment solides pour absorber les chocs. Donc, ça veut dire que s'il y a une crise qui comme celle de 2011, et que les entreprises étrangères partent, évidemment, la capacité des entreprises locales à absorber le risque est plutôt faible. Arthur Mancin, vous partagez cette analyse ? Pas entièrement, parce qu'en 2011, on avait vraiment affaire à une crise qui était majeure. On avait les banques qui étaient fermées, on ne pouvait plus retirer de francs en cash, donc la situation était extrêmement compliquée. Les banques étaient fermées, donc il y avait toute l'économie directement qui était directement impactée. Aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là, et on ne prévoit pas non plus. D'ailleurs, la notation le montre bien, puisqu'on est avec un risque qui est jugé modéré comparé à 2010, où là, le risque était beaucoup plus fort. Donc on a, pour l'impact sur il y a beaucoup de transformation locale qui est faite. Notamment, on a dans les filières agroalimentaires qui sont très importantes. Et ici, je ne parle pas uniquement de coco. Je parle aussi de tout ce qui est les produits locaux qui vont être consommés, exportés notamment au Sénégal, ou bien importés aussi du Sénégal, mais avec des chaînes de valeur régionales dans l'agroalimentaire notamment, avec aussi le cuir, avec donc ces chaînes de valeur locales qui vont permettre de consommer des produits africains, de les exporter entre produits africains. Et c'est là où on a une marge aussi de progression qui est très importante, puisque ce sont des pays qui sont des produits qui sont plus transformés au lieu d'exporter hors d'Afrique, justement, des produits qui ne sont pas consommés en Afrique, mais qui ne sont pas transformés et qui ne vont pas gérer suffisamment d'emplois dans les économies locales. Je crois que aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler de petites transformations.
On parle d'industrialisation. C'est-à-dire il faut pas se contenter de transformer des oranges en jus d'orange. Non. Aujourd'hui, il s'agit de créer de la vraie valeur sur place. C'est-à-dire, on ne peut pas être producteur de cacao, premier producteur de cacao du monde, puis de ne pas avoir des produits dérivés de cacao comme la cosmétique et d'autres produits. Aujourd'hui, c'est de passer à une transformation complète. Et ça s'organise, ça se structure. Et je crois que c'est là la faiblesse encore de ces pays-là, de ne pas d'être net importateurs de produits finis pendant qu'ils ont les matières premières. Aujourd'hui, il faut investir massivement dans la recherche et le développement pour développer les technologies nécessaires qui permettraient à ces pays-là de transformer leurs matières premières en produits finis qui pourraient exporter à travers le monde. Très rapidement. Je rejoins ce qui vient d'être dit parce que moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je me dis, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, on tient presque une grande majorité de la production du cacao. Donc, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'organiser les choses différemment et de dire, OK, on va demander à ceux qui transforment le cacao de créer des usines de transformation localement, comme ça, je pense aux grands, je pense c'est Morelli, c'est Nestlé, etc., qu'ils puissent créer des unités localement pour transformer ce cacao-là et pourquoi pas, comme il dit, permettre à des entreprises qui sont ivoiriennes ou ghanéennes de venir travailler en étroite collaboration avec eux pour que le transfert de compétences se fasse et qu'on soit progressivement dans quelque chose qui soit complètement dominé de A à Z, du début jusqu'à la fin, par des entreprises locales. Ce sera précisément le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir aidés à mieux appréhender ces réalités économiques africaines. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.